impossible n'est pas vrai. Olivier, pour débuter ce podcast, je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur tes débuts. Voilà, où est-ce que tu as fait tes premières feintes de corps, tes premiers crochets, tes premiers jonglages? Comment ça s'est passé pour toi? Salut Mohamed, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi j'ai commencé le foot à Coqueré-aux-Villes en débutant. J'ai fait 2 saisons à Coqueré. Après je suis parti au WAC, en fait parce que mon prof de sport à l'école c'était l'entraîneur. Et en fait on jouait souvent au futsal là-bas, donc on faisait souvent du futsal à l'école. Donc en fait lui il m'a ramené au WAC. J'ai fait 3 saisons au WAC. Après, je suis parti en minime à Frileuse, parce qu'à l'époque, ça s'appelait minime, jusqu'à la première. Jusqu'à la première de Frileuse. Après, j'ai fait une saison au Tréfilerie. J'ai fait une saison à Fécamp, avec la première de Fécamp. Et après, après je suis arrivé au WAC. Voilà. On se rend compte que tu as eu différentes expériences dans le monde amateur avant d'arriver dans le monde professionnel. Et moi, j'aimerais savoir à quel âge tu es arrivé dans une équipe première, une équipe senior en monde amateur, et à quel âge tu as signé dans le club professionnel du Havre Athletic Club. Parce que c'est intéressant de savoir. Ton parcours, il est quand même atypique, comme Amadou. Moi, j'ai commencé en équipe première à Frileuse à l'âge de 16 ans, en fait. L'entraîneur, c'était Salif Diawara. Donc, il m'avait fait monter avec l'équipe première. Et Salif, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui a toujours été derrière moi. À cette époque-là, il m'avait même ramené faire un match avec une journée à Caen, avec le Stade Malherbe. Il m'avait aussi emmené, je m'étais entraîné avec le HAC 2-3 jours, mais ça n'avait pas marché. Donc Salif, c'est quelqu'un qui me poussait en fait. Même si moi j'étais pas trop pour, parce qu'en fait moi j'étais quelqu'un qui aimait juste jouer au foot en fait. Et de faire des essais ou d'aller dans un centre de formation, en fait c'était pas trop mon truc. Mais malgré ça, il a toujours cru en moi, donc il me poussait en fait. Après, je suis arrivé en CFA au WAC, c'était en 99, non, c'était en 2000. Et en fait, je suis arrivé en CFA au WAC, c'est grâce à mon ami Bouba Dembélé. Parce qu'en fait, moi, j'étais encore à Fécamp. Et Fécamp a fait dépôt de bilan parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et donc, il n'y avait plus d'entraînement, en fait. Il n'y avait plus d'entraînement, on jouait que le dimanche. Donc, en fait, Bouba était venu me voir et m'avait dit de venir m'entraîner avec eux, avec la CFA du HAC. Chose que j'ai faite une semaine. Ouais, je suis resté une semaine et en fait, après, j'ai arrêté d'y aller parce que ça me plaisait pas trop, quoi. C'était pas trop mon truc. Et pendant 15 jours, en fait, j'ai été absent. Et en fait, Bouba est revenu me voir. Il m'a dit non, écoute, il m'a dit c'est peut-être une chance. Donc, reviens, c'est peut-être une chance pour toi. Donc, en fait, je l'ai écouté, je suis revenu. Et Nasser Largué, qui était le coach à ce moment-là, m'a proposé de signer une licence. Il m'avait convoqué dans son bureau. Il m'a dit écoute, nous on peut pas te faire signer de contrat, mais par contre je peux te faire signer une licence. Et si ça marche, qu'il fera quelque chose pour moi. Donc j'ai fait une saison en CFA avec 2 matchs en Ligue 1 cette année-là. Et j'ai signé pro l'année d'après. C'est un beau parcours pour arriver au niveau, Olivier. Mais ça prouve aussi que tu vois, ça se joue à rien. Une bonne rencontre. Tu es tombé sur quelqu'un de vraiment bien aussi, Bouba, quelqu'un de très sage qui justement va intervenir sur un prochain podcast. Anthony Lope a souhaité que ça soit le prochain qui soit interviewé.
Et tu as également aussi parlé de Salif Diawara, entraîneur qui est quand même reconnu voilà, régionalement, même nationalement. C'est vraiment quelqu'un de bien et qui, moi aussi, c'était un exemple pour moi, Salif, dans, dans ma reconversion. Donc maintenant, on revient vers toi, Olivier, et on parle de la Ligue 1. La Ligue 1 et ton premier match surtout en Ligue 1, comment ça s'est passé? Toi qui a un an avant était à Fécamp, dépôt de bilan, voilà. On est comment dans sa tête? Comment ça se passe? Bah, à cette époque-là, c'est Nasser Larguet qui me convoque dans son bureau et qui me dit que cette semaine, en fait, je suis avec les pros et que je serai même peut-être dans le groupe contre Lens. Donc en fait, la semaine, je m'entraîne avec les pros, tout se passe bien. Et en fait, jour de match, Jean-François Daumer, qui était le coach à l'époque, me convoque. Et il me dit, ouais, écoute, ce soir, t'es titulaire. Donc après, content, on va pas se mentir, très content. Parce que moi, en fait, j'arrive de Fécamp, pas de contrat. Et je me retrouve à jouer contre le RC Lens. Avec les grands joueurs qu'il y avait à l'époque, Corridon, Outaka, Rigobert Song. Des mecs qu'on regarde à la télé, quoi. Donc, non, très content. Et en plus, le match se passe bien pour moi. Donc voilà. Et en fait, ensuite, le week-end d'après, je suis titulaire face à Lille. Face à Lille aussi. Donc, non, très content. Très content. Et après, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai signé pro l'année d'après. Il est beau ton parcours, Olivier. Il est vraiment beau. Donc là, c'est parti, ça y est. Tu joues contre Lens, tu joues contre Lille. Et allez, maintenant, donne-nous plus de détails sur ta saison avant que tu signes professionnel. Écoute, comme je t'ai dit, moi j'arrive de Fécamp, CFA2. Et j'arrive au WAC, c'est en CFA à l'époque. Donc quand on arrive de CFA2 à un centre de formation, c'est complètement différent. On voit bien qu'il y a une grosse différence, tu vois. Donc en fait, quand j'arrive et tout, truc tactique, tout ça, moi j'ai pas trop appris à Fécamp. Donc j'arrive, il faut que je bosse. Donc à la reprise un petit peu compliqué, mais après avec le travail, en fait, j'y arrive et en fait, je m'impose comme un titulaire en CFA. Même quand les pros ils redescendent, je joue. Alors que quand il y avait des pros qui redescendaient, il y avait beaucoup de joueurs, ils allaient jouer en DH. Et moi non, moi je jouais même quand il y avait les pros qui redescendaient. Donc non, très bonne saison. Très bonne saison. Nasser Larguet est très content de moi. L'année d'après, tu signes donc footballeur professionnel. Moi, j'aimerais savoir, ça fait quel effet de signer professionnel? Parce que, tu vois, pour le rêve de beaucoup de jeunes, c'est de se dire, moi, je débute le football, mais je veux signer ce contrat. Comment ça s'est passé, ce petit moment avant que tu signes professionnel? Franchement, Mohamed, je veux pas te mentir. Même toi, tu te diras peut-être que je suis fou, hein. Mais honnêtement, franchement, ça m'a rien fait. Franchement, c'est bizarre de ce que je te dis, hein, mais non. Enfin, content, mais sans plus, en fait. Sans plus. En fait, content, oui, parce que je me dis, voilà quoi, ça y est, je suis joueur de foot professionnel. Mais après, en fait, le problème, c'est que, en fait, moi, j'arrive par hasard, en fait. En fait, c'est pas un truc où dans ma tête, ou même quand je suis petit, je me dis, ouais, je veux être footballeur professionnel. En fait, c'est pas ça, moi. Et je pense que c'est même pas que moi. Je pense que déjà, c'était notre génération, elle était comme ça. En fait, nous, à la base, déjà, quand on jouait au foot, en vrai, c'est parce qu'on aimait le foot. Tu vois, on aimait bien le foot. C'est pas, on se disait, oui,
On veut être pro parce qu'on veut s'acheter ça, ou parce que les parents nous mettaient ça dans la tête. Non, nous, en fait, on jouait au foot parce que, voilà. Et comme j'ai écouté le truc à Madou, comme il disait, c'est parce que nous, on kiffait le foot, en fait. Nous, on aimait le foot. Donc après, oui, le jour où Nasser Largué me dit ouais, que je signe pro, oui, je suis content. Mais je sais pas si je pourrais te donner un exemple. Et tu vas peut-être trouver ça bizarre. Mais quand j'ai eu mon permis, bah en fait, je suis descendu de la voiture et limite j'ai couru jusqu'à chez moi parce que j'étais vraiment heureux. Ou quand j'ai eu mes enfants, ouais, mais quand on m'annonce que je signe pro, content, mais sans plus. Sans plus. Avec le HAC, tu auras connu la Ligue 1 et la Ligue 2. Et lors de la saison 2008, vous faites une saison époustouflante et vous finissez champion de France pour atteindre justement la Ligue 1. Est-ce que tu pourrais nous remémorer cette fabuleuse saison? Bah, écoute, comme tu viens de dire, grosse saison avec une montée en Ligue 1. Après, bah, pour moi, ma meilleure saison en professionnel. Ouais, meilleure saison. Ouais, belle équipe, équipe de potes, tout le monde s'entendait bien. Parce que ouais, j'ai fait plusieurs saisons et tu sais, des fois c'était un peu compliqué entre les anciens, entre les plus jeunes et tout. Et saison 2008, en fait, ouais, une bande de potes. Une bande de potes, tout le monde s'entend bien et tout. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Lorsque tu jouais en football amateur, tu nous as évoqué Salif Diawara qui était un super coach. Est-ce qu'il y a un coach vraiment au haut niveau que tu vas vraiment, on va dire, kiffer? Ouais, si je dois en retenir qu'un, ouais, je dirais Jean-Marc Nobilo, ouais. Parce que, comme il disait à l'époque, il savait pas où il allait, en fait. Parce que lui, il a souvent eu les équipes de CFA ou directeur de centre. Et en fait, c'était la première fois qu'il prenait une équipe professionnelle. Et en fait, bah, en 2008, il prend l'équipe et il arrive à nous faire monter en Ligue 1. Donc, si je devais retenir un coach, ouais, c'est lui. En plus, il aimait bien les jeunes, il faisait confiance aux jeunes et tout. Donc ouais, non, très bon coach. Ouais. Au HAC, c'est 186 matchs à ton actif et 4 buts. Voilà, ça fait quel effet de marquer un but? À l'époque, tu jouais au stade d'Echazo, dans sa ville natale. Et voilà, explique-nous ce premier but que tu as pu mettre et ces sensations que tu as pu avoir. Ouais, mon premier but, c'est l'année où je signe pro. Match contre Guignon, ouais. Match contre Guignon, je mets un but et une passe D. Et alors qu'au début de championnat, je jouais pas trop. Donc en fait, quand je rentre dans l'équipe, ouais, premier match, but et passe D, donc ouais, très content. Après 8 années, tu décides finalement de quitter le HAC en rompant ton contrat et direction Nîmes. Pourquoi cette décision? Bah écoute, en fait, déjà l'année d'avant, avant de partir à Nîmes, en fait, j'avais failli signer à Sivasspor en Turquie. Et en fait, ça s'est pas fait parce que truc d'agent quoi. Truc d'agent pas sérieux. Donc en fait, j'ai dû rester au Havre. Une année. Et l'année d'après, ouais, je pars à Nîmes parce que en fait, avant de partir à Nîmes et avant de vouloir signer en Turquie, j'ai jamais voulu partir du Havre en fait. En fait, tous les ans, j'avais des clubs. Et en fait, j'ai jamais voulu partir du Havre parce que, bah, en fait, pour un mec du Havre qui signe dans sa ville, pour le club de sa ville, en gros, moi, je me disais, ouais, en gros, moi, je signe dans le club de ma ville, il y a ma famille, il y a mon fils, ouais, je suis content, quoi. Je suis content d'être ici, donc en fait, je veux pas partir. Mais en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, est-ce que je suis toujours un joueur de foot ou pas? Parce que,
Bah, j'étais plus. Ouais, c'est bête de dire ça, mais j'étais. Limite, je me demandais en vrai si j'aimais encore le foot. Parce que pour moi, où j'ai fait ma vraie saison, c'est quand on est monté en Ligue 1. Et un peu avant. Sinon, quand on est monté en Ligue 1, ouais, il m'est arrivé un peu des petites péripéties où j'avais plus trop envie d'aller à l'entraînement. Ou. Ouais, limite, comme si j'avais envie d'arrêter le foot, quoi. Donc je me suis dit peut-être que pour rebondir, il fallait vraiment que je change de club, quoi. Parce que ici, la famille, les potes, donc un peu compliqué parce que des fois j'ai match et en fait le soir je suis en train de limite faire la fête ou manger un kebab, tu vois. Donc pour moi, je me suis dit peut-être pour rebondir, faut partir, faut tout abandonner ici et aller dans une ville et se retrouver tout seul, peut-être pour être plus sérieux, quoi. Donc voilà pourquoi je suis parti en 2010 à Nîmes. Donc direction Nîmes, et là, explique-nous comment ça se passe, le fait que tu sois loin de ta ville natale et de ta famille. Bah écoute, ouais, j'arrive à Nîmes. Au début, tout se passe bien. Tout se passe très bien. On a une bonne équipe. On gagne presque tous nos matchs. L'environnement bien. Bah, après, t'es dans le sud, il fait chaud et tout. Bon, après, c'est vrai que moi, ici du Havre, ça me manque un peu. Ça fait en vrai tous les week-ends, je prends le train pour rentrer. Parce qu'en vrai, on peut dire ce qu'on veut en fait. Quand on est ici d'une ville, on aime bien y revenir en vrai. À chaque fois, on dit ouais, j'ai envie de partir du Havre, mais en vrai, quand tu pars, t'as envie de revenir. Donc, non, après, franchement, Nîmes, franchement, bien, parce qu'en plus, on avait une belle équipe. On avait une belle équipe du début du championnat au mois de décembre. Ouais, on joue. On est dans les 3 premiers. Enfin, au mois de décembre, on arrive, on est troisième. Et en fait, c'est au retour des vacances, tout commence à se dégrader, quoi. Parce qu'au retour des vacances, je reviens, notre attaquant, notre buteur, il signe en Ligue 1. On avait un autre mec, Benjamin Mukanjo, lui, il signe à Monaco. En gros, presque tous les joueurs, ils partent. Ça fait après, deuxième partie de championnat, on se retrouve qu'avec des jeunes de CFA. On se retrouve même avec un ancien qui jouait à Nîmes à l'époque. Et en fait, à l'époque, là, il était cuisinier. Ça veut dire, il s'entraînait et quand il avait fini l'entraînement, il partait faire la cuisine. Tu vois, donc en fait, deuxième partie de championnat, un peu compliqué. Ça fait on descend en national. Et moi, en fait, j'avais signé 2 ans à Nîmes. Et cette année-là, c'est Ajaccio qui monte. Et en fait, moi, en fin de saison, il y a un coéquipier à moi qui était à Nîmes, qui signe à Ajaccio. Et qui m'appelle et il me dit ouais, écoute, le recruteur d'Ajaccio, il veut que tu signes aussi. Donc moi, à la fin de saison et tout, je passe au bureau et tout. Et moi, je vais voir le président. Je lui dis, écoutez, président, moi, j'ai un club de Ligue 1 et tout, donc faut qu'on trouve un arrangement pour me laisser partir gratuit parce que moi, j'ai 31 ans. Je dis, moi, quand je suis parti du HAC, j'ai fait une fleur sur mon salaire. J'ai dit, donc, en gros, à vous de me rendre l'appareil. Et en fait, au moins 2-3 rendez-vous, il n'a jamais voulu rien savoir. Donc, en fait, moi, m'a un peu énervé. J'ai préparé mon déménagement et je suis rentré au Havre. Et en fait, je me suis fait licencier et pendant un an, j'étais au chômage. Après un an de chômage, en fait, mon ancien coach qui m'avait fait venir à Nîmes, qui m'appelle un jour et qui me dit ouais,
Si j'étais toujours en forme et si ça me tentait de venir signer à Ajaccio, ça fait, je suis parti 2-3 jours, je me suis entraîné avec eux, tout ça. Et après, elle me dit, écoute, si tu te sens, on te fait signer 1 an et si ça marche, bah, tu prolonges avec nous. Donc en fait, départ à Ajaccio, un peu d'appréhension parce que bah, Ajaccio, les Corses, et les gens ils disent qu'ils sont un peu racistes, tout ça. Donc j'avais un peu d'appréhension. Mais après, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, c'est une belle île. Les gens, ils sont gentils, sympas. Je me suis fait beaucoup d'amis. Après, avec le club, bon bah, on est descendu parce que bah, c'était un club qui n'était pas trop structuré, tu vois. Il montait en 2 ans, il s'était monté en Ligue 2, donc bah, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, mais après, ouais, j'ai passé quand même une belle année. J'ai quand même passé une belle année. Et en fait, après, en fin de saison, on descend et en fait, ils veulent me prolonger, mais bah, en gros, je décide de ne pas poursuivre parce que bah, je venais d'avoir mon 2e enfant. Et c'était un peu compliqué parce que quand j'étais à Ajaccio, je rentrais presque tous les week-ends et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est un peu compliqué. Donc bah, j'ai décidé d'arrêter. Dans le football d'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde autour du terrain, surtout chez les jeunes joueurs, et je crois qu'il y a une grosse différence avec le football d'avant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aujourd'hui, de cette évolution du football? Bah écoute, moi je trouve qu'il y a une grosse différence entre notre génération et la génération de maintenant. C'est que nous, notre génération, en vrai, on jouait au foot parce que voilà, nous on kiffait ça en vrai, nous on aimait ça. Et avant, il n'y avait pas le truc de ouais, tu veux être pro. Nous, on pensait même pas être pro, en fait, on jouait au foot parce qu'on avait envie et parce qu'on aimait ça. Sauf que la génération de maintenant, bah. Après, attention, c'est bien et c'est pas bien. Parce que limite, ils veulent tous être footballeurs pro. Voilà. Mais le problème, c'est que bah, il faut s'en donner les moyens. Si tu t'en donnes pas les moyens, c'est compliqué. Après, comment je pourrais te dire ça? Après, et le problème aussi, c'est que nos parents, nous, avant, ils nous déposaient au foot et ils revenaient nous chercher. Ils nous déposaient à l'entraînement et ils revenaient nous chercher. Après, de temps en temps, ils venaient nous regarder. Mais la plupart du temps, ils nous laissaient. Ils nous laissaient. Moi, mes parents, je me rappelle quand j'étais petit, de temps en temps, ils venaient. Et quand ils venaient, ils se mettaient sur le côté et ils me regardaient. Sauf que le problème des parents de maintenant, bah, je pense qu'ils attendent limite, entre parenthèses, que leurs enfants les sortent de la merde. Tu vois, alors que moi, mes parents, avant, ils travaillaient. Enfin, mes parents, moi, ils travaillaient pour nous élever. Enfin, ça, pour moi, c'était les parents de tout le monde, de toute façon. Ils travaillaient pour nous élever. Quand tu grandis, bah, c'est un peu toi, si tu arrives à avoir un beau métier, que t'aides tes parents. Sauf que les parents de maintenant, j'ai l'impression qu'ils attendent bah, un truc de leurs enfants, quoi. Qui percent dans le foot et puis... Bah, en gros, qu'ils attendent que leurs enfants les mettent bien, quoi. Parce que j'ai déjà parlé avec des parents, bah, en vrai, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Et je me dis, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon fils, il joue pas au foot, mais demain, moi, je m'en fous, en fait, de ce qu'il fait. Tant qu'il arrive à trouver un métier et puis que ça lui plaît, moi, c'est le principal. Sauf qu'il y en a, non, c'est que le foot, parce qu'ils ont vu que l'argent que ça rapportait, tout ça, et ils attendent après ça. Mais le problème, c'est que moi, je l'ai déjà dit. Les gars, arrêtez de croire que c'est tout le monde qui passe pro. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On va dire sur 1 million, bah, t'en as peut-être 100. Alors qu'1 million, c'est beaucoup, mais t'en as peut-être que 100. Donc, à un moment donné,
c'est bien de les pousser dans le sport, oui, mais il faut aussi leur faire comprendre. Parce que moi, c'est déjà arrivé que je discute avec des parents et qu'ils me posent la question, oui, ton fils, machin. Je dis, moi, mon fils, je veux qu'il apprenne bien l'école. Voilà, déjà. Parce que si dans le sport, ça ne marche pas, au moins, il essaie de faire quelque chose. Et il y en a, limite, maintenant, ils ne parlent même plus d'école. Ils s'en foutent que leurs enfants travaillent mal à l'école. Eux, c'est le foot. Donc, c'est là, à un moment donné, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas, il y a un problème. Après, il y a aussi le truc d'agent. Avant qu'on était petit, limite, agent, ça n'existait pas. Et maintenant, limite, tu as plus d'agents que de joueurs de foot. Tu vois, tu te dis, il y a un gros problème. Moi, on me dit, ouais, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent. Comme j'ai dit, peut-être qu'un jour, il y a un boulanger, il va venir, il va te dire, j'ai un club pour toi. Tu vois, en fait, ça en devient n'importe quoi. Moi, on m'a déjà proposé, étant ancien joueur de foot, on m'a déjà proposé, ouais, pourquoi tu fais pas agent et tout. Moi, j'ai dit, après, attention, après, c'est que moi. Après, on est tous différents. Mais moi, j'ai dit, je peux pas. Moi, si je fais un truc, c'est que je le fais à fond. Et je le fais bien. Sinon, je préfère pas le faire. Mais agent, ça demande du boulot. Ça demande du temps. Ça demande du sérieux. Ça demande beaucoup de choses. Impossible, il n'est pas vrai. Et limite, quand tu es agent et tu prends des jeunes, il faut s'en occuper comme si c'était les tiens, comme si c'était tes enfants à toi. Il ne faut pas que tu te dises, tiens, je vais prendre des jeunes ou parce qu'ils vont me faire gagner de l'argent. Ou... Non, il ne faut pas que tu penses à ça. Pour moi, il faut que tu penses à les aider avant tout. Il faut leur donner un coup de main, il faut les aider. Et après, si le petit, en vrai, réussit, c'est jackpot pour toi. Mais il faut pas partir dans le truc où, ouais, lui, il va me rapporter de l'argent. Non, il ne faut pas penser comme ça. Après, attention, on est tous différents. Il y en a, ils vont penser comme ça. Il y en a, ils vont peut-être penser comme moi. Mais moi, je trouve que, voilà, c'est compliqué. Parce que maintenant, quand tu vois tu vois les clubs aux alentours. Moi, je te parle pas du HAC, mais les clubs aux alentours, les Frileuses, les Gonfreville, tout ça. Moi, je vois, il y a des petits jeunes, ils ont des agents. Moi, ça me choque en vrai. Ça me choque. Moi, ça me choque vraiment. Limite, allez, on va dire que t'es au HAC. Allez. Centre de formation, tout ce que tu veux. Allez, ça peut passer. Ça peut passer. Je dis bien entre parenthèses, ça peut passer. Mais quand tu es dans un petit club, tout ça, les alentours, mais comment tu peux avoir des agents? Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être comme ça maintenant. C'est peut-être devenu une mode. C'est peut-être nous qui sommes trop anciens pour comprendre, mais je trouve ça bizarre. Moi, je me rappelle, étant jeune, j'ai joué avec des sacrés joueurs. Sacrés joueurs, limite même plus forts que moi. Pourtant, c'est moi qui ai signé pro, tu vois, mais j'ai joué avec des mecs. Et je peux t'en citer, Je peux t'en citer des mecs avec qui j'ai joué qui étaient vraiment forts. Je sais pas si les gens... Bon, après, je vais te sortir des noms. Je sais pas si les gens connaissent, mais un mec comme Rezak Benahi, mais quand il était jeune, mais c'était un truc de fou. Tout le monde parlait de lui, en vrai. Tout le monde parlait de lui, ouais. Des mecs comme Jawad Abdelawi. Jawad. Tout le monde doit connaître Jawad. Quand il était jeune, c'était un truc de fou. Les Anthony Lop, Bouba Dembélé. Eux, en moins de 15, quand ils étaient en moins de 15, c'est pareil, tout le monde parlait d'eux. Demande-leur s'il y avait des trucs d'agents ou machin. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Donc maintenant, pourquoi? Oui, peut-être parce que... Peut-être qu'avant, oui, c'est vrai, il n'y avait pas autant d'argent dans le foot. Oui, ça c'est vrai aussi. Maintenant, il y a beaucoup d'argent. Mais après, c'est pas tout le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut leur faire comprendre déjà aux jeunes que pour réussir, il faut s'en donner les moyens. Mais faut pas se dire, ouais, j'ai un agent, en gros, ça y est, je vais y arriver. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regardez aussi, un mec comme Kevin Hanin. Et tu l'as interviewé. Kevin, quand il était jeune, et pourtant, il était déjà très fort, Kevin. Mais demande-lui s'il avait un agent. Et pourtant, il a fait toute sa jeunesse WAC, mais il n'y avait pas d'agent.
Kevin, il a eu un agent quand il a signé pro. Hein. Il n'a pas eu d'agent avant ça. Et en plus, il faut faire attention parce que moi aussi, j'ai eu l'expérience. J'ai eu l'expérience et j'ai eu limite la même expérience que Kevin. Les agents, il faut faire attention. Parce que les agents, c'est bien quand vous réussissez, mais quand il y a un coup de moins bien, les agents ne sont plus là. Donc, il faut faire attention à ces trucs-là. Il faut faire attention. Donc, après, attention, moi, en vrai, limite, hein, que tous les petits réussissent. Hein. Que tous les petits réussissent. Mais il y aura beaucoup de déçus. Après, attention, hein, il y aura aussi quand même de bons agents qui sont transparents, qui veulent vraiment la réussite du jeune, mais malheureusement, pas tous. Olivier, tu viens du quartier de Coqueréauville. C'est un quartier du Havre qui a vu passer de nombreux joueurs professionnels qui ont fait une belle carrière. Moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe quand on vient d'un quartier et qu'on devient footballeur professionnel. Parce qu'on a toujours tendance à entendre des histoires, le quartier nous attire, l'environnement. Parle-nous de ton expérience de vie. Coqueréauville, le quartier où j'ai passé toute ma jeunesse. On pourrait dire usine à footballeurs un peu. Hein. Beaucoup de joueurs sont sortis, Bikash Dorasso, Djibril, Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Julien Faubert, Boubacar Dembélé, Mamadou Diop, Edouard Mendy, Lys Moussé. Il y a eu beaucoup de joueurs, hein, mais peut-être que j'en oublie. Après, la plupart de ces joueurs-là, en vrai, ils ont été formés à Coquery ou aux Frileuses. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi Frileuse, club d'Applemont, mais qui est collé à Coqueréauville en vrai, tu vois. Donc pour moi, c'est pareil. À l'époque et toujours maintenant, c'était Salif. Tu vois, Salif, grand du quartier. Salif, à l'époque, et même maintenant, Salif, ça a toujours été quelqu'un de bienveillant. Donc lui, il préférait aller chercher les petits au quartier et les ramener au foot que les laisser faire des bêtises au quartier, tu vois. Donc non, je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour Coqueréauville. Puis ça prouve que même que si tu viens d'un quartier et qu'il y a une certaine tentation pour faire de l'argent facile, on peut éviter ça et de se concentrer sur un objectif pour y réussir en fait, quand tu regardes bien. Donc après aussi, pour moi, je pense que c'est Djibril qui a mis la lumière sur Coquery. Car à cette époque-là, en fait, c'était dur de signer pro, en fait. C'était... à la limite, ça a été le premier avec Vikash, tu vois. Après, Vikash, c'était autre chose parce que Vikash, c'était un mec d'Applemont. Mais c'était pas un mec qui traînait au quartier, que Djibril, oui, tu vois. Djibril, nous, on était petits, on allait le voir à des chazos. On le voyait au quartier comme un mec normal, tu vois. Donc non, c'est une grosse fierté, tu vois. Et en plus, Djibril, quand je suis devenu pro, moi, c'était un mec qui me parlait souvent, il me donnait des conseils. Car quand tu arrives dans ce milieu, il y a beaucoup de choses qui changent, en fait, dans ta vie, tu vois. Il y a certaines personnes qui te voient autrement. Il y a... En fait, le métier de footballeur, c'est un métier à part, en vrai, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Après, moi, j'étais un peu comme Djibril, tu vois. J'étais pro, mais j'étais toujours au quartier. Je traînais avec mes potes, j'ai jamais changé. Après, comment je pourrais te dire ça? Le quartier, c'est bien, les potes, c'est bien, tout ça, tu vois. Mais après, le foot, c'était mon métier quand même, tu vois. Donc rester à des heures tardives ou tu vois, au lieu d'être au quartier, des fois, il faut se reposer. Et moi, je le faisais pas, tu vois. J'étais au quartier avec mes potes et tout. Et moi, ça, souvent, on me l'a souvent assez répété et reproché que, en gros, j'aurais peut-être pas fait comme ça, j'aurais eu une meilleure carrière, tu vois. Mais après, je regrette pas, moi, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est venu comme ça. Et puis voilà, j'en suis content, tu vois. Après, quand tu deviens un joueur de foot professionnel et tout, et que tu viens d'un quartier, ça t'ouvre des portes, tu vois. Tu peux faire de nouveaux projets, il y a plein d'opportunités qui se présentent à toi, tu vois. Il y a ta vie, tu vis de ta passion, tu peux en faire profiter tes proches. Mais après aussi, à côté de ça, il y a des points négatifs, tu vois.
Il y a des nouveaux amis qui s'intéressent à toi, pas pour les bonnes raisons. T'attises la jalousie des gens, t'as des problèmes en fait auxquels tu n'auras pas été confronté, tu vois, si tu n'auras pas été footballeur. Après, je pense qu'il faut faire attention et essayer de bien s'entourer. Après, je sais que c'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Après aussi, il y a aussi, moi je pense que quand tu as la chance de réussir, faut le faire à fond parce que pour moi la chance, t'as eu, en vrai c'est une chance aussi d'être footballeur parce que j'ai envie de te dire tu peux avoir du talent. T'as vu dans tous les joueurs de foot que je t'ai cités, bah c'est des mecs qui avaient du talent, c'est des mecs qui ont eu du sérieux, je pense aussi. Et moi j'en fais partie, hein. Et du travail aussi parce qu'il en faut en fait. Je pense pas que tu puisses devenir footballeur professionnel sans travail. Parce que ce que je voulais te dire, c'est que... Enfin, ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que... Moi, tu as vu, j'aime bien citer les... Moi, je sais pas pourquoi j'aime bien citer des exemples, en fait. Parce qu'il faut toujours citer des exemples. Moi, quand j'étais petit, bah, j'aimais bien demander, est-ce qu'il y avait des grands qui étaient forts au foot dans tel quartier, machin. Et en fait, bah, moi, je peux t'en citer, tu vois. J'en ai déjà cité les questions auparavant, je t'en ai déjà cité. Mais, tu vois, je peux te parler de mon grand frère Miguel. Bah, s'il y en a peut-être un des deux qui devait réussir, je pense que c'était lui. Parce que quand il était petit, c'est pas parce que c'est mon frère, mais c'était quelqu'un de très fort. Il jouait au hack et tout, et à 15 ans, en fait, il a eu une grosse blessure. Il a eu des vis dans le genou, tout ça, et après, plus tard, il a repris, mais ça avait coupé quelque chose, tu vois. Parce que quand tu as une grave blessure, après, c'est dur de revenir, c'est très dur. Un mec comme Sébastien Bobinet, quand il était petit, presque tout l'œuf parlait de lui. Parce que c'était un joueur de fou, en vrai, tu vois, et c'est pas pour ça qu'il a réussi. Un mec comme Amad Ignace, moi, j'étais pro, et lui, il était venu en essai WAC. Et Jean-Marc Nobilo, qui était mon entraîneur à cette époque, il vient me voir et me dit « Est-ce que tu le connais, lui ?» Je dis « Oui, c'est un petit du Havre, tout ça que je connais, c'est un petit pote à moi, tout. » Et il me dit « Écoute, lui, s'il fait pas le con, je peux le faire signer 3e gardien. » Et en fait, Amadi, il a fait une connerie. Et ça lui a gâché, limite, peut-être une carrière professionnelle. Un mec comme Dominique Mendy, tout le monde doit connaître au Havre. Ce mec-là, pour moi, c'était limite le plus fort au Havre. Le plus fort, pas au Havre, mais le plus fort à Coquery. Et de tous les joueurs que je t'ai cités, qui sont sortis professionnels, pour moi, c'était le plus fort. Mais il n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu cette chance de signer pro. Et je peux t'en citer plein, des Khalidou Talla, des Issaba, des Ibrahima Dembélé, Franchement, en vrai, Coquery, c'est un vivier, c'est un vivier. Comme dirait mon petit du quartier, Coquery, c'est la capitale. En vrai, c'est une vérité, parce qu'il y en a bon nombre qui auront pu sortir et puis qui n'ont pas eu cette chance, tu vois. Donc après, en vrai, ce qu'il faudrait faire comprendre aux jeunes, c'est que il faut penser foot. Voilà, il faut penser foot. Faut pas faut pas penser à d'autres trucs. Si vous voulez essayer de devenir pro, faut penser foot. Les réseaux sociaux, les filles, tout ça, à cet âge-là, faut oublier, faut penser foot. Et il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les études. Parce que si dans le foot ça ne marche pas, au moins qu'il y ait quelque chose pour vous concentrer après, quoi. Donc voilà. Olivier, je te remercie pour ces sages paroles qui, encore une fois, vont être bénéfiques pour tous. Et même pour moi, tu vois, il y a des choses que je ne savais pas sur ta vie personnelle, sur beaucoup de choses. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé un moment avec toi sur cette interview. Donc maintenant, la dernière question, qui est classique. Qui souhaites-tu que j'interviewe pour le prochain podcast ? Écoute Mohamed, merci à toi. Et je pense que la personne la mieux placée, je pense que c'est Djibril Diawara.